Dans l'intro du tout premier Fast and Furious, il y a ce camion qui se fait attaquer par des braqueurs. Au début et à la fin de la scène, la remorque a 2 essieux. Et au milieu, à un moment bien précis, elle en a plus qu'un seul. C'est tout simplement pour laisser passer cette voiture dessous pour qu'il y ait assez de longueur. On peut aussi voir que la remorque est surélevée, sinon c'est pareil, la voiture se ferait décapiter. Dans cette vidéo, on va chercher dans toute la saga Fast and Furious tous les moments de ce genre où on peut deviner comment ils ont fait les cascades en fouillant un petit peu partout dans les plans des films. Et on va voir que ça va être de plus en plus dur avec les années car les effets numériques vont prendre de plus en plus de place et surtout une place un peu bizarre que la saga n'assume pas vraiment. Il y a un truc qui sent mauvais avec ces films et c'est de plus en plus présent à chaque épisode. Et c'est pas les effets numériques le problème. Vous allez voir qu'à mi-chemin, on va arrêter de faire la chasse au trucage et on va plutôt devoir faire la chasse aux publicités mensongères. Le premier Fast and Furious est sorti en 2001, il y a 25 ans. Ça pique. Le premier gros effet de plateau du film, c'est l'explosion de cette voiture. On peut voir un tube sous la voiture, et si vous êtes familier de ma chaîne, vous avez dû comprendre que ce tube, c'est une partie du canon qui permet d'envoyer en l'air le véhicule. J'ai un petit doute sur la vraie position du canon, est-ce qu'il est dans la voiture, pointé vers le bas, comme les canons qu'on a vus dans cette vidéo, auquel cas ce tube qu'on voit, c'est la quille qui est éjectée, ou bien est-ce que le canon est fixé au sol, pointé vers le haut, et le projectile, c'est la voiture tout entière, comme la poussette de Speed qu'on a vue dans la vidéo du mois dernier. Ça, on peut pas savoir, mais si je devais parier, je dirais que le canon est dans la voiture et pointé vers le bas, car c'est comme ça qu'on fait en général. Et passé cette explosion qui a lieu au premier tiers du film, bizarrement, faut attendre la fin du film pour revoir une vraie scène d'action. Et là, il y a 3 poursuites qui s'enchaînent d'un coup. La première, c'est le braquage du camion qui se laisse pas faire et qui maltraite le braqueur qui s'y est attaché. À la base, on voit que son harpon est fixé au siège du camion. Mais sur cette cascade très sensible, quand le camion freine, pour envoyer valdinguer le cascadeur, on voit que le câble est en fait attaché bien plus haut, parce que pour avoir ce mouvement de balancier autour du camion, il faut un point d'attache bien élevé. Ensuite, il y a cette voiture qui se fait envoyer en tonneau. Et là, c'est très bien fait, on voit aucun trucage, mais j'ai des choses à dire quand même. On peut deviner que derrière ce buisson, il y a une rampe. Ça ressemble à ça en général. Donc dans l'histoire, si on regarde bien, la voiture part en tonneau sans vraie raison. C'est pas un buisson qui va la retourner. Mais ce qui aide à vendre l'illusion, c'est les plans qui précèdent. En France, on appelle ça des approches. Ce sont des plans qui sont tournés avant le crash et qui permettent de faire la transition entre la phase de poursuite, ce qu'on appelle le roulage, et la cascade. Ce plan a été tourné à part, c'est pas la même prise que la voiture qui part en tonneau. Là, si on pouvait voir la suite de ce plan, on verrait que la voiture reste sur la route. À la fin du crash, on peut voir que la voiture a des arceaux pour protéger le cascadeur. Ça, c'est ultra classique et obligatoire. Dans ce film, les voitures utilisées pendant le roulage n'en ont pas. En général, ces véhicules, on les appelle des beauty. Ce sont les voitures qu'on filme de près, souvent avec les acteurs dedans. Visuellement, elles sont très détaillées et fidèles à l'histoire qu'on veut raconter. Alors que lors du crash, c'est une voiture spécifiquement préparée pour ça. Et là, on s'en fout un peu que l'intérieur ne ressemble à rien. La priorité, c'est l'efficacité et la sécurité. Et là, sur ce plan encore, on voit des bouts d'arceaux qu'on ne voyait pas avant. Ensuite, on a Paul Walker qui vient secourir son pote. Et c'est là qu'on voit qu'en 2001, on gardait encore les visages des cascadeurs à l'image. De nos jours, sur un plan comme celui-là, on le remplacerait numériquement par celui de l'acteur sans hésiter. Et on va voir que dans les films suivants, ils vont pas s'en priver. Et que ça va même aller un peu trop loin. Mais à l'époque, la technologie n'était pas encore assez démocratisée, même si ça avait déjà été fait bien avant, dans Jurassic Park, en 1993. Là, ce qu'on voit, c'est le corps d'une cascadeuse, et on a collé le visage de l'actrice par-dessus. Ça se justifiait pour un gros film de dinosaures, avec un visage central dans le plan qui est le principal point d'attention, mais dans un film d'action à plus petit budget, en 2001, c'était vraiment pas la priorité. Le braquage foireux est terminé, maintenant il y a un gang d'asiatiques à moto qui débarque et qui mitraille les gentils. C'est vraiment une sale journée pour eux. Là encore, il y a une rampe cachée derrière un buisson, et puis encore une autre quelques secondes plus tard. Vraiment, dans ce film, les buissons, c'est un danger de mort. Mais les buissons, on s'en fout. Moi, ce qui me plaît dans cette séquence, c'est les impacts de balles sur les vitres des voitures. Ils sont trop classe, très graphiques, mais je n'ai trouvé aucune image des coulisses pour expliquer comment ils ont été faits. Ils jaillissent vers l'extérieur, donc on se doute qu'il y a un système quelconque à l'intérieur des voitures, mais je sais pas à quoi ça ressemble. Et vous allez voir, il faudra attendre le 7e film pour que je trouve enfin un extrait qui donne la solution. Bref, les deux méchants se font défoncer, au passage super placement de caméra, c'est pas évident d'anticiper la trajectoire de la moto, et peut-être que la caméra qui a pris cette image, c'est ce truc noir là.
Et après toutes ces emmerdes, et alors qu'il y a un de leurs potes qui est en train de perdre son sang, les deux héros se disent que c'est le parfait moment pour faire une petite course. Et puis ça se termine en crash, mais heureusement, le personnage a eu le temps de mettre son casque. Voilà, Fast and Furious, c'est fini, et c'est un film que je trouve cool. Et même si c'est super kéké, super bof, c'est un bon petit divertissement quoi. Alors certes, c'est quasi un plagiat de Point Break, qui est sorti 10 ans plus tôt, sauf qu'on remplace les planches de surf par des bagnoles, mais c'est efficace. Pas comme la suite, Too Fast, Too Furious, j'aime pas. L'histoire m'intéresse pas, il se passe rien, je trouve ça pas beau, j'ai rien à dire dessus. Allez, on passe au 3, que j'aime pas non plus. La vidéo va être longue. Mais il y a quelques trucs à dire. Lors de la course du début, il y a un passage intéressant. C'est le saut de cette voiture. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur Speed, vous devez comprendre ce qui se passe ici. C'est le même effet que le saut du bus au-dessus du vide. Il y a un petit tremplin qui envoie les roues avant en l'air, et juste après, il se replie pour laisser passer les roues arrière. Ça permet de faire voler la voiture avec le capot qui pointe vers le haut, comme ça, plutôt que de lui faire piquer du nez. Et en voyant le reste du film, qui est sorti en 2006, on capte vite qu'on n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau trucage. Car les effets numériques ont fait un gros bond en avant déjà à l'époque. Il y a plein de plans augmentés avec des VFX qui sont super bien foutus, donc on peut raisonnablement penser qu'on ne trouvera aucun câble ou aucune caméra qui traîne dans les plans. On peut vaguement deviner des choses, mais ça va pas très loin. Ce crash par exemple, en le passant image par image, on voit des choses. Sur ce plan, on voit que la voiture jaune commence à se retourner avant la collision. Donc, ça veut dire qu'il y a un mécanisme qui la soulève. Peut-être une rampe qui est fixée à la Mercedes et qui a été effacée numériquement, par exemple. Et aussi, on a ce plan qui traîne au milieu du montage. La trajectoire de la voiture est pas la même que sur les autres plans. Elle n'est pas percutée de plein fouet et elle gicle sur le côté. Le plan dure à peine 5 images, c'est-à-dire même pas un quart de seconde, donc il est quasiment invisible. Mais il n'a pas été mis là par hasard. Alors que j'ai essayé de jouer la scène sans le plan, je trouve que ça fonctionne toujours. Donc peut-être que le monteur l'a rajouté pour amplifier la violence du crash, en rajoutant un peu de confusion, ou bien, si ça se trouve, c'est le réalisateur qui a absolument voulu mettre ce plan, car il avait été tourné, il fallait l'utiliser, sinon c'était gâché. C'est un réflexe assez universel. Quand on s'est fait chier à tourner plein de plans compliqués, on veut tout mettre dans le montage final. On veut rentabiliser, et puis c'est des images qu'on adore, donc on veut les montrer. Bon, on peut pas savoir, l'important c'est que ça marche. Malheureusement, j'en sais pas plus que ce qu'on voit, et je n'ai trouvé aucune image des coulisses de ce crash, donc ma théorie, c'est qu'ils ont tourné le crash en 2 fois. Une première fois pour la percussion initiale, et une deuxième fois pour la fin, avec la voiture qui se fait pousser. Ils suspendent la voiture jaune au-dessus de la voiture grise avec une grue, et puis ils la lâchent. Et pour la toute fin, avec la voiture qui continue à faire des tonneaux, là il y a sûrement encore une nouvelle prise en projetant la voiture à nouveau. Sur ce plan, on peut voir que la voiture est prête à s'arrêter avec le capot en l'air, et sur le plan suivant, le tonneau a repris de la vitesse avec le capot rentré cette fois. Donc c'est forcément une autre prise. C'est très classique de décomposer comme ça, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos sur la chaîne. J'en profite pour vous rappeler que je ne suis ni cascadeur, ni responsable des effets spéciaux. Moi, mon job sur les tournages, c'est de filmer des trucs. Et vu que j'ai filmé beaucoup de trucs, et que tout ça me passionne, je me base sur tout ça pour analyser ces films sans aucune certitude. Mais ça ne vous empêche pas de vous abonner, si le cœur vous en dit, parce que moi ça m'aide énormément à développer ma chaîne. Et vous pouvez aussi booster la vidéo sur smartphone, ça aussi c'est très important pour que la vidéo soit vue. Bon voilà, Fast and Furious Tokyo Drift a fait le plus petit score au box-office de toute la saga. Il a été pas mal boudé à l'époque, principalement car il n'y avait pas les acteurs originaux, mais avec le temps, le film est quasiment devenu une référence pour les amateurs de bagnoles. Alors personnellement, moi les courses de rue, les belles voitures, c'est pas mon truc. Moi ce qui m'intéresse dans les bagnoles, c'est quand on les fait exploser. Et heureusement, Fast and Furious 5 est là pour moi. Alors oui, j'ai sauté le 4, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc Fast and Furious 5 trouve la formule magique, à mes yeux, pour un super film de divertissement. Maintenant, c'est un film de casse, où on cambriole une banque. C'est Ocean's 11, mais avec des bagnoles en gros. Et on reprend le principe de l'équipe qui est composée de personnages avec chacun leur spécialité et chacun leur petit trait de caractère marrant. Et c'est dans ce film que le fameux concept de la famille apparaît. Salute me familia. Alors maintenant, 15 ans plus tard, tout le monde se fout de Vin Diesel car il a trop joué cette carte, mais à la base, dans ce film, c'est super bien fait. Les persos sont super attachants, il y a une bonne ambiance bienveillante entre eux, et en plus, c'est que des persos qu'on a vus dans tous les films précédents. Tout d'un coup, là, on est dans les Avengers, il y a vraiment tout le monde. Et tous ces personnages, dans les films d'avant, ils attiraient pas vraiment la sympathie. Il y avait toujours une sale ambiance de cours de récré du collège et une odeur de sueur d'adolescent un peu dégueulasse. Mais là, tout d'un coup, ça fonctionne. On les aime bien, on s'attache à eux.
Et concernant les scènes d'action, à mes yeux, c'est les meilleures de la saga, avec un mélange vraiment parfait entre effets pratiques et VFX. Direct, le film commence avec le crash de ce bus qui enchaîne sur l'apparition du titre. Tout de suite, la couleur elle est annoncée, voilà, les mecs ils sont là, ils vont tout péter. Et surtout, ce que j'adore, c'est que le bus est retourné grâce à non pas un canon, mais 2 canons. Et les 2 canons sont déclenchés en même temps. C'est le même genre de canon à air comprimé que ceux qui me passionnent et dont je vous parle à chaque vidéo. Sur YouTube, on peut trouver cette vidéo des coulisses, qui fait pas partie des images officielles, et qui montre bien toute la scène. Je crois que c'est la société qui fournit la voiture caméra qui a tourné ce plan pour sa propre promo en fait. Quand le camion part, on voit les 2 quilles qui se font éjecter sur le côté là. Et là, on peut voir les 2 bouches de canon. Dans le film final, elles ont été effacées sur quasiment tous les plans. Sauf celui-là, par exemple, là on en voit une. Et donc on peut constater que cette cascade a été faite en une seule prise. On peut voir que le camion passe pile au-dessus de cette voiture, et je trouve ça fou. C'est vraiment une cascade de dingue. Et à partir de là, vu que dans les films terminés, on ne va quasiment plus trouver de trucage visible, on va s'intéresser plutôt au making-of des Fast and Furious. Pour l'instant, sur Fast and Furious 5, ça se passe bien. Il existe des featurettes promotionnelles qui sont, je trouve, très bien faites et qui décortiquent bien les scènes d'action principales en montrant les cascades, les effets de plateau, mais aussi les gros fonds bleus et les doublures. À ce moment-là, on assume pleinement le fait que le film est bourré de VFX, qui sont super bien faits, et c'est très bien. Je vous mets le lien de toutes ces vidéos en description, je vais pas m'amuser à les paraphraser, à reprendre les images et à redire ce qu'ils disent déjà en anglais, je vous recommande de les voir vous-même. Et ces vidéos m'ont même permis d'apprendre comment l'équipe avait fait certains plans que je trouvais très étonnants. Celui-là, par exemple, il m'a toujours fasciné. La chorégraphie du coffre est parfaite, le mouvement de caméra est bien calé, et surtout, comment ils ont fait ça ? La caméra est sur le chemin du coffre, donc on peut pas mettre un opérateur qui la fait bouger. Et puis on va pas mettre un système motorisé, c'est des trucs qui coûtent beaucoup trop cher. Et il va se faire écraser par le coffre. Pendant un moment, j'ai cru à un coffre en 3D, moi. Mais non. La réponse est dans ce plan de making-of. Ils ont mis la caméra sur des petits rails, et ils l'ont tirée à distance avec un câble, tout simplement, jusqu'à ce qu'elle rentre en butée. Ils ont utilisé du matériel pas cher, vu que ça allait probablement se faire détruire. Et maintenant qu'on sait ça, on capte que quand la caméra s'arrête, c'est un petit peu hasardeux, et ça tremble. C'est intéressant de voir que même sur une grosse production comme ça, on a souvent recours au système D. Et on recroisera ce genre d'installation dans un des films suivants. Bref, Fast and Furious 5, c'est un super film. Quand je le regarde, j'ai l'impression de voir mon fils, qui joue avec les petites voitures de mon enfance, les petites voitures que j'avais soigneusement préservées et que je lui ai offertes avec beaucoup d'émotion. Bon, on passe à la suite. Les problèmes arrivent avec Fast and Furious 7. Ah, et pourquoi j'ai pas voulu vous parler du 4 ? C'est tout simplement parce que le 4, c'est le 5, mais en version pas cuite. Ça part déjà sur un délire braquage, mais pas totalement. Ça essaie déjà de réunir les personnages historiques de la saga, mais pas tous. Et à part la super scène d'intro, c'est globalement pas très jojo et pas passionnant. Et il y a aussi eu Fast and Furious 6, qui est très sympa, qui a une super idée de scénario. L'équipe des méchants est le miroir de celle des gentils. Chaque personnage a son double maléfique, qui a la même corpulence et la même gueule que lui. C'est très rigolo. Mais celui-là aussi, on le saute, parce que maintenant, j'ai vraiment envie de vous parler du suivant, car c'est avec celui-là que les ennuis commencent, et qu'on arrive au vrai sujet de cette vidéo. Donc pour Fast and Furious 7, la promo du film a mis le paquet sur cette scène en particulier, et à l'époque je me souviens que c'était devenu assez viral. Les héros se parachutent depuis un avion avec leur bagnole. Ils ont tourné ça pour de vrai, avec des voitures qui ont vraiment fait le saut, et il y a des images effrayantes. Là, sur cette image-là, les cadreurs parachutistes qui sautent en même temps que les voitures, au risque de se les prendre dans la tronche, je trouve ça fou. Sauf que toutes ces images qu'ils tournent là, qui ont l'air très belles et dont ils ont l'air très contents, on les voit pas dans le film. La scène finale, elle est, je pense, 100% numérique. Je pense que quasiment aucun plan, voire même peut-être aucun plan du tout, n'a été utilisé dans le film. L'avion est pas le même, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Celui du film est plus large pour accueillir 2 rangées de voitures. Le paysage est pas le même, donc ça commence à faire beaucoup. Et donc peut-être qu'il reste que les voitures. Mais même là, quand on voit le rendu visuel, ça me semble assez évident qu'elles sont en 3D. Donc voilà, tant qu'on y est, moi aussi je peux rajouter mes propres effets si je veux. Ça changera plus grand-chose. Alors à quoi ça sert de tourner tout ça pour de vrai, pour au final tout refaire avec des ordinateurs ? La première hypothèse, c'est qu'ils n'étaient pas assez satisfaits des images. Ça peut arriver, surtout sur ce genre de film où il y a du budget et où on en veut toujours plus. Et où le producteur permet au réalisateur de demander plein de modifications sur les plans tournés, jusqu'à un point où on refait tout, carrément. On a dû remplacer le décor, on a dû remplacer l'avion, donc on n'est plus à ça près. On peut remplacer les bagnoles aussi, pour qu'elles tombent comme on veut, et qu'il y en ait plein.
Et puis finalement, on veut des mouvements de caméra bien compliqués qui tournent autour des bagnoles. Et c'est pas avec des cadreurs en chute libre qu'on peut avoir ça. La deuxième explication, qui n'empêche pas la première, c'est que ces images servent uniquement de référence aux équipes des effets numériques. Et ça, c'est super important pour elles. Même si les images ne sont pas utilisées dans le film, on s'en inspire énormément et on se calque dessus. On analyse l'éclairage, on regarde les mouvements des véhicules, les réflexions sur les carrosseries, etc. Tout ça pour donner un rendu réaliste. Donc ce tournage en dur peut être vu comme un gros gâchis d'argent, mais en réalité, ça a une vraie utilité. Le vrai scandale, il n'est pas là-dedans, mais dans le fait qu'on invisibilise totalement le travail des effets numériques. Dans les différentes vidéos promotionnelles que j'ai vues, on ne parle jamais d'eux. Alors les vidéos ne mentent pas, à aucun moment il est dit qu'aucun effet numérique n'a été utilisé. Et puis, ils ont assumé le fait de tourner devant des fonds bleus pour les gros plans sur les acteurs. Mais le montage est volontairement trompeur, pour donner l'impression que tout a été fait pour de vrai sur les extérieurs des voitures. On choisit gentiment nos mots, on marche sur des œufs, on évite de mentionner certaines choses, et ça passe. Et on peut voir, dans les commentaires de ces vidéos YouTube, que ça fonctionne. Des centaines de personnes concluent de cette vidéo que ce qu'elles ont vu dans le film, ça a été fait pour de vrai. Alors que c'est pas parce qu'on a tourné quelque chose pour de vrai qu'il n'y a aucun effet numérique dans un film. Dans le public de ces films, beaucoup de gens sont persuadés de détester les effets numériques, car selon eux, ça se voit trop et c'est moche. Alors qu'en réalité, 95% des effets numériques sont invisibles. Par exemple, dans cette poursuite au cœur de Londres, dans le 6e film, tous les plans sont gavés de VFX et c'est impossible à déceler. En vrai, ce qui dérange le public, c'est un peu plus profond et un peu plus compliqué que ça, et en général, en fait, c'est pas vraiment un problème d'effet, c'est plutôt un problème de mise en scène, de composition du plan, de timing et de comment les effets sont utilisés. Mais peu importe que le public ait tort sur les effets numériques, il y a des gens qui ont décidé qu'il fallait les conforter dans leurs préjugés et vendre du tourné en dur, de partout. Et tant pis si c'est que la moitié de l'histoire, et surtout, tant pis si on chie sur le travail de centaines d'artistes du numérique qui sont de plus en plus exploités au fil des années. Car il y a des humains derrière ces effets. On parle souvent d'effets faits par ordinateur, comme si c'était fait par des machines, mais c'est pas vrai. L'ordinateur, c'est qu'un outil. Derrière l'écran, il faut des humains qui exercent leur savoir-faire, à la fois technique et artistique, même pour un truc aussi primaire et basique que péter des bagnoles. Quand on confie totalement la création d'images de synthèse à la machine sans passer par l'humain, on appelle ça l'IA générative. Et le résultat est tout simplement dégueulasse. Et je sais que certains vont commenter que ce n'est que le début. Dans quelques années, l'IA sera bien plus avancée et on pourra mettre tout le monde au chômage et ça va être génial. Vous êtes tarés. Non, ce que propose l'IA générative grand public qu'on connaît, c'est dégueu et ça le restera. Prochainement, il y aura une vidéo sur le sujet pour vous expliquer pourquoi cette IA particulière ne va remplacer ni les cascadeurs, ni les responsables des VFX, même si effectivement on utilise déjà la technologie pour certaines choses bien précises. Toujours sur Fast and Furious 7, sachez que tout ce que je vous ai raconté sur la scène de l'avion, c'est un peu pareil pour les autres scènes. Par exemple, ils ont filmé cette voiture qui s'écrase au sol. C'est joli, mais dans le film terminé, ça a totalement été refait en 3D. Ma théorie, c'est que le réalisateur est intervenu après le tournage pour dire que la voiture qui tombe à plat, ça marche pas, et qu'il faut un impact beaucoup plus désordonné. Car il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que sur ce genre de film à gros budget, la plupart du temps, le réalisateur n'est pas présent sur le tournage des cascades. Là, on est avec ce qu'on appelle la seconde équipe. La première équipe, celle qui est menée par le réalisateur, elle est sur un autre plateau en train de tourner les scènes et les plans qui montrent les acteurs. Ce réalisateur délègue donc au réalisateur seconde équipe le tournage des plans d'action en lui demandant de suivre des consignes données à l'avance. Donc parfois, il peut potentiellement y avoir des surprises quand le réalisateur découvre les images qui ont été tournées. Et pour terminer avec ce film sur une note positive quand même, je suis tombé par hasard sur ce plan qui explique comment ils font les impacts de balles sur les pare-brises. Plein de mini-canons à l'intérieur de la voiture qui envoient des petits projectiles sur la vitre. Probablement donc la même technique qu'en 2001 qu'ils utilisaient dès le premier film. On passe à Fast and Furious 8, où c'est encore la même histoire. Il y a une vidéo promotionnelle qui montre fièrement comment ils ont défoncé des bagnoles avec une grosse boule en acier pour de vrai. Et ensuite, quand on va voir la bande démo de l'entreprise qui a fait les effets numériques, on peut voir que absolument tout a été refait en 3D, pour rajouter des véhicules, pour changer le look de la boule géante, pour poser des effets supplémentaires de poussière, de débris et d'éclairage sur les véhicules existants, etc. Et c'est pas étonnant, vu le niveau de spectacle qu'il faut donner, il y a beaucoup de VFX à rajouter, à un point où ça devient plus facile de tout refaire en 3D plutôt que d'essayer de garder quelques petites portions de l'image réelle, et c'est très bien comme ça, et je trouve le résultat magnifique.
Mais ça n'est pas assumé par la promotion du film, à un point où ça en devient insultant pour ceux qui ont travaillé sur le film, et pour le spectateur qui ne sait plus quoi penser. Il y a un commentaire qui revient souvent sous ce genre de vidéo, et en gros ça dit « Ils se sont fait chier à tout faire pour de vrai, alors que moi quand je regarde le film, j'ai l'impression que tout est faux. » Bah ouais, même s'ils l'ont fait pour de vrai, ils ont rajouté une grosse couche de VFX par-dessus. Parce que s'ils ne rajoutaient pas ces effets, ça ferait trop pauvre, trop petit, trop court. Bon, et j'ai pas fini, ça peut être encore pire que ça. On nous refait le coup pour Fast and Furious 9, avec ce plan notamment. Quand je dis on, c'est la promotion du film, mais c'est aussi la presse qui dit n'importe quoi. Dans cette vidéo de Insider, ils décrivent les coulisses du plan de manière confuse, c'est vraiment pas clair, l'histoire des caméras, tout ça, je pense qu'ils se sont plantés. Et surtout, ils disent ça. They could have made entirely out of CGI, but instead, they spent 8 months planning the stunt with real vehicles. Bon, au final, ils ont tout refait en 3D. La voiture est différente, la devanture du magasin n'est pas la même, les débris sont rajoutés, la caméra est pas positionnée pareil, le camion à la fin ne réagit pas de la même manière, et puis les rues tout autour de la scène, elles n'existent pas, tout simplement. Bref, absolument tout a été refait en 3D. Mais il y a encore une petite touche de manipulation en plus ici, regardez bien. Il n'y a rien qui vous choque dans cette image ? Ces gros murs gris là, ils sont pas gris à la base, c'est des fonds bleus, mais quelqu'un a changé leur couleur pour les dissimuler. À la base, ils ressemblaient à quelque chose comme ça. Et en quelques secondes, avec un logiciel de retouche de couleur, on peut transformer le bleu en gris. La preuve de tout ça, c'est que la peinture sur ce camion, elle est bleue aussi. En enlevant les fonds bleus, ils ont aussi désaturé le bleu du camion. Soit par inadvertance, ils n'ont pas fait gaffe, soit parce que tout simplement, ils en avaient rien à foutre. Alors, pourquoi ils dissimulent les fonds bleus ? Il n'y a pas de réponse officielle, mais on peut le deviner, c'est assez évident. Les effets numériques, c'est mal. Les fonds bleus, ça veut dire qu'il y a des effets numériques, donc on les cache. Et puis ces vidéos sont là pour faire la promotion des films. On veut montrer à quoi ressemble le film, sauf qu'un fond bleu, ça sort de l'univers. Bref, on veut montrer les coulisses, mais pas trop quand même, juste ce qui nous arrange. C'est évidemment une grosse pratique de gros bâtards de faire ça. Et ça participe à un discours qui est relayé par les journalistes encore une fois. Je ne compte plus le nombre d'articles qui annoncent en titre qu'un film n'a pas utilisé de fond bleu ou vert, comme si c'était un argument de vente, comme si c'était important. Car aux yeux du grand public, pas de fond bleu, ça veut dire pas d'effet numérique. Sauf que c'est pas vrai. Michael Bay, par exemple, a la réputation d'utiliser très peu de fond bleu, car c'est très contraignant pour lui. Action ! Il faut les installer, les éclairer d'une certaine manière, les tenir éloignés du sujet qu'on filme, gérer les reflets indésirables, ainsi que la couleur bleue ou verte qui bave un petit peu partout. Tout ça pour qu'au final, ça demande quand même beaucoup de temps d'effacer le fond vert. Ça se fait pas en un seul clic. Mais malgré tout ça, ça veut pas dire que Michael Bay n'utilise pas d'effets numériques. Au contraire, il y en a quand même pas mal dans ses films. C'est juste qu'en évitant les fonds bleus, il se facilite la vie sur les tournages, il a plus de liberté artistique, il a un meilleur rendu visuel au final, mais effectivement, en contrepartie, il faut potentiellement plus de travail en post-production pour intégrer les effets. Pour info, cette manipulation des écrans bleus dans les images des coulisses n'est pas du tout spécifique au Fast and Furious. Il y a plein de films qui y ont eu droit. Par contre, j'ai l'impression que ça s'est calmé dernièrement. Il y a des artistes qui ont gueulé à ce sujet aux États-Unis, donc peut-être que ça a porté ses fruits. En tout cas, je vous recommande d'aller voir cette série de vidéos faites par une personne qui travaille dans l'industrie. Elles sont très instructives et elles m'ont servi de source pour certaines parties de ma vidéo. On termine avec Fast and Furious 10 qui continue toujours dans la même lignée. Des super scènes d'action qui mélangent effets pratiques et VFX. Et là, j'ai l'impression que le discours est un peu plus honnête. On a arrêté de griser les fonds bleus, c'est bon, on les revoit bien. Et on assume totalement le fait que des voitures soient en 3D dans certaines scènes et qu'on ait tourné qu'avec des mecs à pied avec des poutres dans les bras qui jouaient le rôle des voitures. C'est assez rigolo à voir. Évidemment, on met toujours l'emphase sur les vraies cascades et on passe quand même beaucoup sous silence la quantité astronomique de VFX. D'ailleurs, en revoyant leurs vidéos, je viens de capter qu'ils racontaient un peu n'importe quoi sur cette scène. Selon le réalisateur, ils ont filmé la voiture et la boule pour de vrai sur un faux escalier en studio, et ensuite ils les ont incrustés sur les vrais escaliers tournés à Rome, toujours dans l'idée de faire des vraies cascades pour de vrai, vous connaissez la chanson. C'était peut-être ça l'idée à l'origine, mais dans le film terminé, sur une grande partie des plans, il n'y a aucun doute sur le fait que la voiture et la boule sont toutes les deux en 3D. Ils n'ont pas, ou alors très peu, utilisé les images des cascades tournées en studio. Mais bon, ça me semble beaucoup moins malhonnête que ce qu'on a vu sur les films d'avant. Il y a toujours un discours dominant qui est de dire qu'on a tout tourné en dur et de le répéter jusqu'à la nausée. Keep it real, keep it practical. Et je jette pas la pierre au réalisateur, j'ai au moins 2 excuses en tête pour lui. Premièrement, il est tout petit face aux enjeux financiers d'un film comme ça. Donc pour une interview de ce genre, il est briefé à mort, on lui donne des messages préétablis à faire passer, et puis il doit s'y tenir.
Et deuxièmement, il a bien parlé des effets numériques, mais dans certaines vidéos promotionnelles, ça a juste été coupé au montage. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire très attention aux making-of promotionnels qui arrivent sur les réseaux quand un gros film sort. Je vois souvent passer en commentaire de mes vidéos des informations fausses, basées sur des featurettes promotionnelles qui racontent un petit peu ce qu'elles veulent. Le truc qui revient le plus, c'est Tom Cruise qui est érigé en modèle car il n'a pas de doublure et qu'il fait ses cascades sans effet numérique. C'est tout simplement faux. Des effets numériques, il y en a partout, et Tom Cruise a des doublures. Il en a énormément moins que les autres acteurs, et bravo à lui pour ça, vraiment il a du mérite, mais il en a de temps en temps pour des raisons pratiques et budgétaires, et c'est bien normal. On peut pas tout tourner avec lui. Ça serait un gouffre à pognon sinon. Il faut pas oublier que ces vidéos des coulisses qui paraissent très authentiques, c'est des pubs avant tout. Vous voulez un exemple qui fait mal ? Il existe cette vidéo promotionnelle de 2 minutes qui parle du combat à main nue entre Michelle Rodriguez et Charlize Theron. Tout le long de la vidéo, on se gargarise de l'engagement physique des deux actrices. Wow, does it deliver. On dit qu'elles sont des grosses badass, le réalisateur raconte qu'elles lui faisaient carrément peur, qu'elles sont furieuses, etc. Bon, évidemment, aucune mention du fait qu'elles ont été doublées par des cascadeuses dont on a remplacé le visage par des VFX. Un jour, je ferai une vidéo sur les combats, mais en gros, voilà comment ça marche le tournage de ce genre de scène à Hollywood. Les actrices ont certes tourné le combat en entier, elles ont été très impliquées, mais les cascadeuses l'ont aussi tourné de leur côté, avec plus d'intensité évidemment, et il y a aussi eu ce qu'on appelle du mix and match. On filme une actrice qui se bat avec une cascadeuse, et ensuite on fait la même chose pour l'autre actrice. Et après, on mélange ces 4 versions du combat au montage. Par exemple, quand une seule des deux actrices est reconnaissable, il y a de grandes chances que ce soit une cascadeuse face à elle. Mais tout ça, on le raconte pas pour la promo. On garde juste le moment où les deux actrices s'empoignent en grognant bien fort. Voilà. L'argument de vente, c'est plus seulement que tout a été fait en dur, c'est aussi que les acteurs ont fait leur propre cascade. Tous les making-of promotionnels jouent principalement sur ces 2 idées, quitte à mentir par omission. Mais tout ça va probablement changer grâce aux Oscars. En 2028, pour la première fois, il y aura une catégorie cascadeur. Plus exactement, une catégorie stunt design. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que c'est censé être une façon de récompenser une équipe au global, pas une seule personne, mais par contre peut-être sur une seule cascade ou scène spécifique. Mais je peux me tromper, on saura en 2027. Et donc ce qui est sûr, c'est qu'en 2028, on va voir apparaître plein de vidéos pendant la campagne des Oscars qui vont faire l'éloge des cascadeurs pour chaque film qui est en compétition. Et l'ironie dans tout ça, c'est que ces vidéos sortiront plusieurs mois après les premières vidéos promotionnelles qui auront raconté que les acteurs ont fait leur propre cascade. Et tout le monde va s'en foutre. Ça va se passer comme ça parce que ça se passe déjà comme ça pour les VFX. Quand le film sort, on assure que tout a été tourné pour de vrai, et quand les Oscars arrivent, tout d'un coup, on se rappelle qu'il y a eu 2500 plans retouchés par ordinateur, ce qui est énorme. Il y a juste un truc que je crains avec les Oscars du stunt design, c'est qu'on se lance tous à la course au Tom Cruise, que la récompense arrive à l'équipe qui va réussir à faire le plus de cascades possible à son acteur. Et ça me fatigue déjà. J'ai déjà parlé de tout ça dans une vidéo qui explique que acteur et cascadeur, c'est pas les mêmes métiers. Je vous mets le lien en haut à droite. Je termine avec le 10e film sur ce plan des coulisses que je trouve super sympa. Vous vous souvenez quand je vous parlais du système D pour ce plan du 5e là, la petite caméra sur son petit rail là? Bah là, ils l'ont refait sur ce plan, en un peu plus gros, et filmé d'un peu plus près dans le making-of, donc on peut comprendre comment ça marche, avec un système de câbles et de poulies pour tirer le chariot. Même dans des gros films industriels comme celui-là, on trouve de l'artisanat et de la débrouille, et je trouve ça cool que les Fast and Furious aient gardé cet ADN-là, malgré toute la tonne de VFX qui peuvent donner l'impression que non. Voilà pour les Fast and Furious. Moi de mon côté j'ai beaucoup d'amour pour le 5, comme je vous l'ai déjà dit, et ça justifierait presque qu'on regarde les 4 premiers d'abord. Ensuite j'aime bien le premier, qui est fondateur et qui marche très bien. Après j'aime bien le 6, très cool. Puis le 7, excellent, sauf lors de la dernière séquence d'action dans la nuit. On voit rien et c'est pas très beau. J'aime pas les scènes d'action dans la nuit. On voit jamais rien. Après, on a les 2, 3 et 4 qui m'ennuient, mais qui plaisent beaucoup à certains passionnés d'automobile. Et puis à partir de 8, je me suis désintéressé de la série. Tous les personnages qui meurent finissent par revenir à un moment ou un autre, et tous les méchants deviennent gentils à un moment ou à un autre. À chaque fois, c'est très bien la première fois qu'ils nous font le coup, mais au bout de la 4e, j'en ai assez vu, c'est fini pour moi. Et puis j'adore la surenchère, j'aime les grosses scènes d'action bien débiles, mais je trouve que la série peine à se renouveler et qu'ils ont un petit peu fait le tour de la question. À un moment, tout le monde sur les réseaux faisait la blague de « ils savent plus quoi inventer, un jour ils vont faire une poursuite de bagnole dans l'espace ». Eh ben ils l'ont fait, dans le 9, mais trop tard.
2 ans plus tôt, dans Ad Astra de James Gray, il y a déjà eu une course-poursuite de voitures sur la Lune, avec des bagnoles qui se tirent la bourre, se rentrent dedans, et ils sortent même des flingues et se tirent dessus. James Gray, qui est un auteur, qui fait des films assez cérébraux et plutôt intimistes, même si c'est toujours assez ample, il a coiffé au poteau la franchise Fast and Furious. Je trouve ça assez ironique. Il reste que la saga est très intéressante à regarder avec du recul pour voir l'évolution de la façon dont on fabrique les scènes d'action à Hollywood, et aussi pour voir l'évolution des mentalités. On a vraiment commencé en mode kéké avec des grosses bagnoles, vroom vroom et des gros plans sur des culs qui bougent. Et puis on a évolué vers la famille, des valeurs d'amour, de partage, d'entraide, tout ça avec un casting composé majoritairement de minorités ethniques. C'était il y a pas si longtemps, mais quand même pour l'époque, c'était pas du tout la norme à Hollywood. Et on a terminé avec carrément un méchant très queer. Finalement, est-ce qu'on peut dire que la saga Fast and Furious serait progressiste et aurait participé à rendre le monde meilleur ? Je suis curieux d'avoir votre classement des Fast and Furious. N'hésitez pas à le mettre en commentaire pour voir si le 3 est effectivement bien coté maintenant, comme j'ai l'impression de le voir un petit peu partout. Et si vous avez aimé le début de la vidéo, à l'époque où on pouvait encore voir des secrets de fabrication dans les films avant que les VFX permettent de tout effacer, vous pouvez aller voir cette vidéo sur Speed, un film génial de mon enfance dans lequel on peut apprendre plein de choses.